Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Révision, j'ai du mal à trouver un moment, en dehors d'événements bien identifiés comme la crise financière mondiale ou même la Covid, où les révisions rétroactives à la baisse ont été aussi sévères. Apparemment, les chiffres étaient censés en fait saluer d'abord et s'effondrer ensuite. Nous avons beaucoup de publications de données à passer au peigne fin aujourd'hui, en plus de la dégradation rapide et continue des conditions économiques à la suite de la guerre en Iran. La raison pour laquelle je veux combiner un regard en arrière avec ce qui se passe en ce moment, c'est pour anticiper les futurs éléments de langage de cette administration. Il ne fait aucun doute que la guerre en Iran est en train de devenir le coup de grâce pour le programme économique de Trump. La routine habituelle semble être casser le tableau de bord, puis tenir une conférence de presse pour vanter le kilométrage. Mais cela veut aussi dire qu'elle va servir à masquer les dégâts sérieux qui avaient déjà été causés pendant sa première année de second mandat. Et on ne peut pas le laisser s'en tirer en imposant ce récit. Donc, nous allons examiner les révisions stupéfiantes du PIB et passer brièvement en revue les points de tension de l'emploi et de l'inflation jusqu'aux taux hypothécaires et aux tensions dans le crédit privé. Dans le sujet principal, je vais expliquer des termes clés comme la backwardation, la destruction de la demande et la domination budgétaire qui aident à remettre le contexte actuel en perspective. Quand j'aurai terminé, l'ensemble du tableau devrait être beaucoup plus clair. Quand je pense à ce à quoi ressemble un président en temps de guerre, éloquent, capable de rallier une population autour de la victoire et du sacrifice partagé, je pense à un langage fondé sur la résolution, le sens du collectif et l'endurance. Ce que nous avons à la place, c'est quelque chose de complètement différent. Un type de rhétorique qui dit aux gens de regarder ce qui va arriver à ces pauvres types dérangés, qui affirment que ces gens tuent des personnes partout dans le monde depuis 47 ans, mais que maintenant c'est moi qui les tue. C'est moins Churchill et davantage une section de commentaires de fin de soirée avec les codes nucléaires à proximité. Voilà le ton, voilà la voix, voilà le style de leadership. Et ce sont apparemment les mots que cette administration veut associer à une guerre. Cette administration s'est elle-même coincée dans un coin avec cette guerre, qui à mon avis restera dans l'histoire comme l'une des pires blessures auto-infligées de toute présidence, vu à quel point elle sera destructrice pour l'économie. Une stratégie remarquable, marcher sur le râteau, puis reprocher au râteau d'être mal aligné avec la grandeur américaine. Et cela ne tient même pas compte du coût humain que toute guerre entraîne, coût qui sera considérable à mesure que cela se prolonge. Maintenant, dans le sujet principal, je veux aborder les façons dont la guerre va se manifester dans l'économie. Mais je pense que ce titre de Bloomberg dit tout sur notre situation actuelle. Cette économie était déjà en sérieux déclin avant même que la guerre commence. Et c'est un thème sur lequel nous insistons depuis l'an dernier, mais maintenant c'est noir sur blanc à chaque nouvelle publication de données. Donc commençons par les révisions du PIB, parce qu'elles sont brutales. Le gouvernement vient de couper de moitié la croissance du quatrième trimestre, de 1, 4 à 0, 7%, ce qui vous dit à quel point l'économie sous-jacente était faible, même avant la guerre en Iran. Rappelez-vous, nous avons déjà expliqué comment le PIB de 2025 était soutenu artificiellement par une poussée générationnelle des dépenses dans les centres de données et les infrastructures d'intelligence artificielle, et comment, dans une vidéo précédente de Midas, nous avons montré que sans ce boom, le récit de la croissance s'effondrait pratiquement. Des analystes comme Jason Furman et d'autres ont souligné que presque toute la croissance du premier semestre de 2025 provenait des centres de données et du traitement de l'information. Si vous retirez ça, il vous reste une économie qui était pratiquement à plat. L'administration a essayé d'attribuer les chiffres déjà anémiques du quatrième trimestre à la fermeture du gouvernement. Quand l'étagère des excuses déborde, ils construisent simplement une autre étagère et appellent ça du leadership. Mais cette révision à la baisse de 50% montre clairement que la faiblesse est bien plus profonde. Et cela, après avoir compté
des centaines de milliards de dollars qui ont quand même été injectés dans les centres de données et le déploiement de l'intelligence artificielle. En passant maintenant à l'inflation, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles de ce côté-là non plus. Les dépenses de consommation, les dépenses personnelles réelles, ont à peine augmenté en janvier, en hausse de 1%, alors que les Américains réduisaient leurs achats de biens pour se concentrer sur l'essentiel, comme les soins de santé. L'inflation de base a augmenté de 4% sur le mois, 1% par rapport à l'année précédente, et c'est l'indicateur privilégié de la Réserve fédérale. C'est celui qu'elle doit ramener à 2% selon ses propres objectifs. Mais elle n'y arrive pas depuis de très très nombreuses années. Donc, c'est la pire combinaison possible parce que les ménages réduisent leurs dépenses, mais les prix restent rigides et durablement élevés, encore une fois, avant même la guerre en Iran, alors que des prix de l'énergie relativement déprimés constituaient le dernier paravent derrière lequel l'administration pouvait se cacher pour prétendre que l'inflation était sous contrôle. Le message vendu revenait en gros à dire que si on plissait assez fort les yeux, l'épicerie chère devenait un signe de confiance. Voyons maintenant l'état des profits et pertes du pays dans son ensemble. Les dernières données du Trésor montrent qu'en février seulement, le déficit, c'est à dire ce que nous avons dépensé en trop, était à peu près égal à l'ensemble des revenus mensuels. Et d'octobre à février, le gouvernement a déjà accumulé un déficit tout juste un peu plus de 1 billion de dollars, essentiellement au même niveau que la dernière année de Biden. Donc, non seulement cette administration n'a fait aucun progrès sur le déficit structurel, mais ces chiffres sont gonflés par une hausse des recettes tarifaires, puisque les droits de douane ont augmenté d'environ 300% sur un an, ce qui est maintenant fragilisé sur le plan juridique et politique parce que les tribunaux et les importateurs contestent la mesure. Il y a donc une réelle possibilité que même ces chiffres de déficit déjà très laids soient révisés encore à la baisse une fois que les litiges tarifaires seront défaits. Et cela compte parce que nous avons déjà du mal à contenir nos coûts d'emprunt et quelques nouveaux éléments rendent la situation encore plus difficile. D'abord, le Trésor a déplacé de façon agressive son financement de la dette à long terme vers des instruments à plus court terme. Il essaie d'économiser quelques points de base au prix d'un risque de refinancement beaucoup plus important demain, ce qui est acceptable si vous pensez que les taux vont rester bas. C'est la version budgétaire de quelqu'un qui se vante d'un rabais à l'hôtel pendant que le bâtiment brûle discrètement. Mais les taux à court terme, sur lesquels je reviendrai dans le sujet principal, restent dans la fourchette moyenne des 3%. Mais le 10 ans se vide de son sang. Les rendements des obligations à 10 ans montent parce que les investisseurs exigent une prime de risque plus élevée pour détenir de la dette américaine dans cet environnement. Et cela frappe directement les ménages parce que le 10 ans sert d'ancrage à des coûts d'emprunt clés comme les taux hypothécaires. Et comme vous pouvez le voir ici, les taux hypothécaires avaient finalement commencé à se détendre un peu à mesure que le marché immobilier entrait dans un gel profond et que les vendeurs ainsi que les constructeurs commençaient à céder sur les prix, sinon carrément à liquider l'inventaire. Donc maintenant, à mesure que les rendements à long terme montent sur fond de guerre, de risques et de craintes inflationnistes, les taux hypothécaires repartent à la hausse, menaçant d'étouffer le peu d'activité qui commençait à revenir dans l'immobilier. Pendant ce temps, l'arrière-plan des marchés financiers est marqué par un roulement régulier de risques croissants dans le crédit privé, que nous suivons ici depuis des mois. Des stratèges d'UBS et de Bank of America ont averti que les défauts dans le crédit privé pourraient encore augmenter en 2026 et nous étions déjà en quelque sorte en mode panique. Donc cette tension se manifeste par une hausse des taux de défaut et par des emprunteurs qui reportent leur paiement d'intérêt en espèces, et c'est comme ça qu'on le sait. En plus, les faillites ont révélé certaines pratiques de prêt plutôt douteuses. Au cours des derniers mois, nous avons vu apparaître des fissures très visibles, comme chez le prêteur automobile Subprime et le fabricant de pièces d'auto First Brands, qui ont tous les deux fait faillite. Et BlackRock a maintenant plafonné les retraits de son principal fonds de crédit, privé de 26 milliards de dollars, après une vague de demandes de rachat.
Donc, quand les plus grands gestionnaires d'actifs ferment les sorties et que les PDG des grandes banques parlent de coquerelle du crédit, c'est pas normal. Mais dans la communication de l'ère Trump, la normale est généralement présentée comme du génie audacieux et perturbateur, juste avant qu'on remette la facture à quelqu'un d'autre. Alors maintenant, la Réserve fédérale enfile enfin un gant et entre sur le terrain, ce qui, en théorie, devrait être rassurant. Mais dans cet environnement auto-infligé, sa boîte à outils ne fonctionne plus comme avant. Donc, au lieu d'apporter un nouveau cahier de jeu, elle retombe simplement sur un ancien, la déréglementation. La Réserve fédérale et d'autres organismes de réglementation bancaire se préparent à assouplir certaines parties du cadre de capital post-crise. En réduisant certaines des exigences les plus strictes concernant les portefeuilles de négociation des grandes banques et leur exposition hypothécaire au nom du soutien au crédit. Et regardez, je pourrais passer 1 heure sur les risques de faire cela en plein cycle de resserrement, mais le fond du problème est simple. Nous nous dirigeons vers un environnement de crédit sévèrement tendu au moment même où nous amincissons les amortisseurs de choc. Parce que quand la route devient chaoteuse, le premier réflexe de cette équipe semble être d'enlever les ceintures de sécurité et d'appeler ça de l'efficacité. Donc, les taux échappent aux décideurs, ce qui signifie que l'emprunt devient plus coûteux sur toute la ligne. Et il y a des fissures visibles dans le système bancaire, parallèles avec le crédit privé, les prêteurs spécialisés et les fonds à effet de levier, parce que les taux dans cet univers étaient déjà extrêmement élevés avant la guerre. Donc, lorsque les faillites ont commencé à frapper l'été dernier, vous vous souvenez peu, est que nous avons décortiqué la feuille de modalité d'un des investissements de BlackRock sur lequel ils ont subi une perte de plus de 100 millions de dollars, et cela montrait que Renovo, leur investissement dans la rénovation résidentielle, avait plusieurs lignes de crédit de plusieurs millions de dollars à un taux allant d'environ 5 à 10 points au-dessus du S-offert, ce qui signifie que ces taux d'intérêt réels pouvaient grimper jusqu'à 15%. Et la seule chose qui peut transformer un portefeuille de prêts fragiles en crise à grande échelle, c'est un choc inflationniste sévère et durable qui pousse ces chiffres encore plus haut. Donc une guerre majeure dans le détroit d'Ormuz et la montée d'un choc d'offres alimenté par l'énergie, c'est exactement ce avec quoi nous jouons. Et cela nous amène directement au sujet principal. Bon, parlons donc du piège économique que cette administration a réussi à fabriquer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de malchance ou de quelque chose que personne n'aurait pu voir venir. C'est la collision de 3 grandes idées. La backwardation sur le marché pétrolier, la destruction de la demande dans l'économie réelle et une ère de domination budgétaire qui rend nos outils de politique économique presque inutiles. Une véritable leçon magistrale pour transformer un problème gérable en test de loyauté télévisé. Commençons par la backwardation. C'est lorsque le prix du pétrole aujourd'hui est plus élevé que le prix pour une livraison future. Donc, les traders disent essentiellement, écoutez, on sait que la situation est tendue en ce moment, mais on pense que ça va s'améliorer un peu plus tard. C'est la façon dont le marché parie que la douleur d'aujourd'hui n'est que temporaire. Donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui et en surface, cela peut sembler correct. Les prix au comptant ont bondi à cause de la guerre en Iran, mais la courbe des contrats à terme signale que les prix devraient se détendre dans les mois à venir. Mais je pense que le marché s'accroche à l'idée qu'il ne s'agit que d'un autre embrasement passager qu'on traversera tant bien que mal, comme on l'a déjà fait auparavant. Chaque jour qui passe, cette hypothèse ressemble davantage à une fiction, parce que cette perturbation peut rappeler à certaines personnes l'Irak du début des années 2000, ou même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais c'est pas ça. Je m'attendrai donc à ce que cette tendance se dissipe très rapidement, et il faut la surveiller de près. Ces autres conflits étaient terribles, mais les perturbations d'approvisionnement, si on veut rester lucide, étaient surtout régionales. Elles avaient été anticipées et gérées à la marge. Le pétrole russe, par exemple, a été réacheminé et vendu à rabais, mais il continuait quand même de circuler dans le système mondial grâce à des contournements et à des flottes parallèles. Dans le cas présent, le point d'étranglement, c'est le détroit d'Ormuz,
l'un des passages maritimes les plus stratégiquement importants de la planète. Une part gigantesque, non seulement du brut mondial, mais aussi des produits raffinés, du gaz naturel, des intrants pétrochimiques et des engrais transitent par ce couloir étroit. Si vous le coupez, ou même si vous perturbez partiellement cette artère, vous ne parlez plus seulement de prix de l'essence plus élevé sur les côtes. Vous parlez de coûts des intrants pour la fabrication, le transport maritime, les plastiques et surtout pour l'alimentation. Et nous arrivons au début du calendrier mondial des semis et des récoltes dans de très nombreuses régions, ce qui veut dire que les engrais et le carburant doivent circuler maintenant, pas dans 6 mois. Donc plus cela s'éternise, plus on parle d'un choc d'offres qui crée des rendements plus faibles et des prix plus élevés, avec des effets qui s'étirent très très loin dans le temps. Ce qui est embarrassant pour un style politique bâti sur l'annonce de la victoire avant même que l'alarme incendie ait fini de sonner. C'est pour cela que la backwardation est un signal si important, quelque chose qu'il faut surveiller. Parce que tant que la courbe reste en backwardation, le marché dit qu'il croit encore que tout cela va se régler. Mais si cette guerre se poursuit quelques semaines de plus à son intensité actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que cette courbe bascule vers ce qu'on appelle le contango. C'est-à-dire une situation où les prix futurs montent au-dessus du prix au comptant parce que le marché commencera à intégrer non seulement une crise aiguë, mais aussi une pénurie structurelle. Et quand cela se produit, on n'est plus en train de débattre d'une pointe passagère du prix du pétrole. On se retrouve face à un problème inflationniste de plusieurs années, branché directement dans la structure de coût de tout. Si vous vous souvenez de la Covid, c'est le type de configuration dont on parle, sauf qu'elle provient ici d'une circonstance différente. Et voici un contraste exaspérant. Lorsque la Russie se préparait à envahir l'Ukraine, nous en avions été avertis à l'avance. Pour le meilleur ou pour le pire, nous savions à peu près que cela s'en venait. Et l'administration Biden a donc passé des mois à mettre en place des sources d'approvisionnement alternatives, à parler aux alliés, à parler à des adversaires comme le Venezuela, à préparer des libérations de la réserve stratégique de pétrole et à élaborer des scénarios du pire avec des experts en énergie et en sécurité. C'était pas parfait, mais c'était de la planification. C'était de la coordination. C'était une stratégie pour absorber les chocs et protéger les consommateurs. Le point était simple. Ils savaient que la guerre approchait. Ils ont commencé à préparer différents scénarios et ils ont commencé à examiner tous les outils à leur disposition parce qu'ils comprenaient qu'il y aurait un problème pétrolier et un problème de gaz naturel en Europe. C'est exactement le contraste qui compte ici. Ils passaient leur temps au téléphone, ils travaillaient sur les pipelines et les alliances bien avant que le premier char russe ne franchisse la frontière. Cette administration n'a rien fait de tout cela. Elle a provoqué un affrontement au point de passage énergétique le plus sensible de la planète, sans plan discernable pour la sécurité énergétique, sans marge diplomatique et sans réponse coordonnée avec les alliés. Les gens n'en reviennent même pas de ce que nous avons fait. Et c'est pas un accident. C'est la philosophie de gouvernance de Trump. Passer d'une crise à l'autre, parler fort sur tout social et à la télévision, puis espérer que les marchés nettoient le désordre d'une façon ou d'une autre. La note de politique semble toujours arriver après le slogan « si elle arrive un jour ». Ça ne se produira pas. Les Iraniens sont retranchés et pour l'instant, ils ont toutes les cartes en main. Et maintenant, il met en péril sa chose préférée, le marché boursier. Cela m'amène donc à la destruction de la demande. C'est ce qui arrive quand les prix deviennent si élevés, assez longtemps, que les gens cessent tout simplement d'acheter. Non pas parce qu'ils se seraient soudainement transformés en épargnants vertueux, mais parce qu'ils sont à court d'argent et d'options. Et nous en voyons déjà les premiers signes, comme je l'ai expliqué, même avant la guerre, les dépenses de consommation s'aplatissaient. Les dépenses corrigées de l'inflation en janvier ont à peine augmenté pendant que l'inflation de base bondissait. Et c'est encore une fois la pire combinaison, les gens réduisent leurs dépenses pendant que les prix continuent de monter. Et rappelez-vous, les prix de l'énergie jouaient alors un rôle de soupape partielle. Donc quand l'essence et le pétrole augmentent, le prix des engrais et le prix de tout ce qui se trouve sur les tablettes des magasins. Et pour des ménages déjà étranglés par des loyers plus élevés, les assurances, la nourriture et l'ensemble des coûts de services
liés aux soins médicaux, à la livraison et à d'autres besoins du genre, cela pourrait être la goutte qui fait déborder le vase. Parce que les gens conduisent moins, voyagent moins, renoncent aux achats discrétionnaires et étirent chaque dollar simplement pour garder les lumières allumées. Pendant ce temps, les éléments de langage insisteront probablement sur le fait que le sacrifice est patriotique, pourvu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Du côté des entreprises, la destruction de la demande se manifeste par des projets annulés et des gels d'embauche, des passages du temps plein au temps partiel ou au travail à la demande. Les marges sont comprimées par des coûts d'intrants plus élevés et une demande plus faible, et cela frappe particulièrement les petites entreprises, surtout celles qui sont financées par du crédit privé et qui subissent déjà ces taux d'intérêt élevés, et ce sont elles qui encaissent les coûts les premières et le plus durement. Donc, quand ces dominos commencent à tomber dans un environnement de hausse des taux et de choc pétrolier, les normes de prêt se resserrent davantage et le crédit se tarit pour l'économie de proximité. Peu importe ce que fait la Réserve fédérale avec les exigences de capitalisation ou la déréglementation, qui est précisément ce sur quoi elle se concentre en ce moment. C'est absolument la mauvaise ordonnance de politique économique. Mais cette équipe a l'habitude de traiter chaque fissure structurelle comme une occasion de marketing avec un supplément de drapeau. Historiquement, lorsque la destruction de la demande menace, les décideurs disposent de deux leviers. Les banques centrales peuvent réduire les taux d'intérêt pour stimuler l'emprunt et la dépense, ou les gouvernements peuvent utiliser des politiques budgétaires comme des baisses d'impôts, des aides ciblées, des investissements publics et ainsi de suite. Et cela aide à amortir le choc pour les ménages et les entreprises. Mais voici le problème. Ces outils ne fonctionnent plus de la même manière quand on est déjà piégé dans ce qu'on appelle la domination budgétaire. La domination budgétaire, ça sonne comme du jargon universitaire, mais l'idée est très simple. Dans un monde normal, si tant est qu'on sache encore ce que c'est, la Banque centrale se concentre sur son double mandat, l'inflation et l'emploi, et le gouvernement établit son budget plus ou moins indépendamment de cela. Dans un monde de domination budgétaire, le niveau de la dette publique et le coût de son service deviennent tellement importants que la politique monétaire finit par servir les besoins du trésor, et non l'inverse. Autrement dit, le service des incendies commence à recevoir ses consignes de l'équipe média de l'incendiaire. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Le déficit, pour les 5 premiers mois seulement de l'exercice financier, d'octobre à février, a déjà dépassé le cap de 1 billion de dollars. Et cela avec le supposé quasi plein emploi que nous avions, ce que nous avons déjà démonté auparavant, et avant même l'impact complet de cette guerre, tout en étant encore artificiellement dopé par les recettes tarifaires. En même temps, l'administration joue avec la structure d'échéance de cette dette. Donc, le Trésor s'est mis à privilégier encore davantage les instruments à court terme pour économiser quelques points de base, tout en nous exposant davantage à la volatilité des taux qui pourrait découler de ce choc. On voit bien comment cela devient une prophétie autoréalisatrice. Cette idée du Trésor que Scott Bessent avait vivement critiquée lorsque Janet Yellen l'avait utilisée, et qui est maintenant devenue tout son cahier de jeu, peut sembler habile sur un PowerPoint, mais elle signifie que nous devons refinancer des pans énormes de notre dette plus souvent, au taux que le marché exigera. Et qu'est-ce que le marché exige en ce moment? Des rendements plus élevés. Les investisseurs demandent une compensation pour le risque politique, le risque inflationniste et le risque budgétaire. Et le marché obligataire regarde la combinaison de cette administration, des baisses d'impôts non financées, des tensions commerciales alimentées par les tarifs, et une guerre inutile, et dit il va falloir payer. Les marchés, contrairement au rassemblement de campagne, exigent des reçus. Alors, ajoutez à cela les tensions dans le système bancaire parallèles avec les fonds de crédit privé, les BDC et les prêteurs non bancaires, où les taux sont extrêmement élevés depuis des années et où les défauts commencent à augmenter. En réponse, la Réserve fédérale ressort ce cahier de jeu familier et dangereux en assouplissant les exigences de capital pour inciter davantage de prêts dans l'économie réelle. Et Trump continue de hurler qu'il faut faire baisser les taux. Voilà
le bourbier de la domination budgétaire. La Réserve fédérale dispose de peu d'outils dans ce type d'environnement. Elle ne peut pas simplement couper les taux pour sauver la demande, parce que cela propulserait l'inflation en plein choc pétrolier et alimentaire. De la même manière, elle ne peut pas relever les taux agressivement sans faire grimper encore davantage le coût du service de la dette publique et faire exploser davantage de mines dans le crédit privé et l'immobilier. Elle est donc coincée dans cette danse maladroite de demi-mesures, comme des ajustements réglementaires, en priant simplement pour que le marché obligataire ne se rebiffe pas. Le message du camp Trump sera quand même que l'orchestre joue à merveille, même pendant que la scène s'enfonce dans l'eau. Cette administration va tenter de vendre un récit dans les mois à venir. Elle dira que les révisions du PIB sont le résultat de cette fermeture temporaire ou qu'il ne s'agit que de bruit statistique. Ou encore, elle vous dira de ne même pas croire ses propres chiffres, que tout cela relève des fausses nouvelles, même si c'est elle qui publie ces chiffres. Elle dira que la flambée du déficit était une nécessité de temps de guerre, même si les déficits dépassaient déjà le $1 billion en février. Et les chiffres tarifaires qu'on y voit ne sont peut-être même pas réels. Elle fera l'éloge de sa propre fermeté sur l'énergie, alors même qu'elle supervise l'un des chocs énergétiques les plus évitables et les plus dommageables de l'histoire moderne. Le tour est toujours le même, si la réalité refuse de coopérer, on accuse la réalité d'avoir une mauvaise image. Donc la tâche ici est de se rappeler la séquence des événements. L'économie ralentissait déjà, les révisions révélaient à quel point le récit de la croissance était fragile. Les dépenses de consommation s'essoufflaient déjà pendant que l'inflation de base restait tenace. Le crédit privé et l'immobilier montraient déjà des fissures sous le poids de taux plus élevés. La trajectoire du déficit et de la dette nous enfermait déjà dans une ère de domination budgétaire. La guerre n'a pas causé ces problèmes. Elle les a transformés de simples défis en crises ouvertes. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, nous allons être bombardés de récits concurrents et de statistiques très sélectives, non seulement de la part de cette administration, mais aussi du gouvernement israélien, du gouvernement iranien et d'experts de groupes de réflexion dont le travail consiste à aller sur les grands médias pour vendre cette guerre. Le geste le plus sûr en temps de guerre, c'est de resserrer son régime d'information. Alors, cherchez des médias avec des gens qui ont réellement été sur le terrain. Lisez davantage que vous ne regardez. Nous sommes désormais pleinement entrés dans la phase de désinformation. Et le grand chef de la désinformation, de notre côté, a justement le micro le plus puissant. Ce que nous pouvons suivre ensemble et ce qu'on peut confronter à l'expérience vécue, c'est ce qui arrive à l'économie en temps réel. Les prix que les gens paient, les emplois qu'ils voient disponibles, le crédit qui est disponible ou non dans leur communauté, parce qu'une fois que les machines à fumer se mettent en marche, l'arithmétique de base commence à ressembler à un témoin hostile. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France, Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.